Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter, quant à moi, la préparation pour l'examen CRFPA. Et je dirais quelques mots quand même des préparations qui sont un petit peu, enfin, de la préparation un peu annexe. Alors, je vais commencer d'abord par vous présenter l'examen CRFPA pour voir quelles sont les matières auxquelles vous allez être confrontés et donc les matières auxquelles on va vous préparer. Alors, déjà, la première remarque, ça a été dit par la directrice de l'IEJ, c'est que l'examen CRFPA est un examen national qui est réglementé désormais par l'arrêté du 17 octobre 2016, puisqu'il y a eu une réforme il y a quelques années à ce sujet. On a des sujets écrits donc sur les épreuves d'admissibilité qui sont des sujets nationaux qui sont donc élaborés par une commission nationale et donc les sujets écrits sont identiques sur tout le territoire français, y compris à l'outre-mer. Il y a 4 épreuves écrites. Donc pour l'admissibilité, il y a une note de synthèse et 3 cas pratiques. Je reviendrai sur les matières qui correspondent aux cas pratiques. Donc, il n'y a pas de dissertation et pas de commentaire de décision de justice. Je précise surtout qu'il n'y a pas de dissertation, contrairement à ce qui peut se passer pour, par exemple, le concours de l'ENM. Donc là, l'approche est un petit peu différente. Les centres d'examen pour les écrits et pour les oraux, ce sont les instituts d'études judiciaires, donc en l'occurrence l'Institut d'études judiciaires de Bordeaux. Pour ces sujets écrits, dans la mesure où ce sont des sujets nationaux, eh bien, il y a des grilles de correction nationales puisque les épreuves sont corrigées, bien sûr anonymement, mais par les IEJ. Donc, pour qu'il y ait une harmonisation, voilà, on communique des grilles pour que les corrections soient harmonisées sur tout le territoire. Une remarque très importante, même si ça vous a déjà été dit là aussi, ce n'est pas un concours, c'est un examen, l'examen d'entrée à l'école des avocats. Donc, ça signifie que chaque année, il n'y a pas de nombre de places prédéfinies. Il suffit en réalité d'avoir une moyenne de 10 sur 20 pour être admis. Donc, voilà, ça explique que selon les années, il peut y avoir des nombres d'étudiants admis qui sont variables selon les IEJ et selon les promotions. Alors, pour votre information, je vous donne ici un calendrier indicatif de l'examen CRFPA. Alors, les dates, elles changent chaque année en fonction de comment tombe le lundi. Mais sauf cas très exceptionnel, les épreuves écrites d'admissibilité se déroulent la première semaine du mois de septembre. Donc, par exemple, pour l'examen CRFPA 2022 qui ne vous concerne pas, ce sera du lundi 5 au jeudi 8 septembre. Donc, c'est toujours début septembre. Très exceptionnellement, ça a pu être mi-septembre, mais c'est au mois de septembre. Les résultats de ces épreuves écrites d'admissibilité arrivent en général entre le 20 et le 25 octobre, ce qui laisse un mois et demi à peu près au correcteur pour corriger vos copies et pour que les délibérations puissent avoir lieu. Ensuite, pour ceux qui sont admissibles, donc pour ceux qui ont réussi les épreuves écrites, donc qui ont eu 10 de moyenne générale aux épreuves écrites ou plus, je vous parlerai tout à l'heure des différentes épreuves écrites et des coefficients qui sont attribués à chacune d'entre elles. Les épreuves orales d'admission commencent tout de suite après, puisque vous voyez, les résultats de l'admissibilité, c'est fin octobre. Ensuite, il y a une semaine de congé de fermeture administrative de l'université pour Toussaint. Et tout de suite après, on a les épreuves orales d'admission. Donc, c'est pour ça que Mme Bonis, tout à l'heure, vous disait que le calendrier d'examen était assez serré. Et donc, les épreuves orales se déroulent au mois de novembre et les résultats de l'admission sont dévoilés tout début décembre, ce qui fait qu'ensuite, pour ceux qui sont admis, ils vont pouvoir commencer l'école des avocats au mois de janvier. Alors, ça, c'est un tableau synthétique des épreuves écrites, donc des épreuves d'admissibilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est réglementé par l'arrêté du 17 octobre 2016. Alors, d'abord, il y a 2 matières qui sont obligatoires. Donc, tous les étudiants sont obligés de passer ces matières. Il s'agit d'une part de l'épreuve de note de synthèse qui dure 5 heures et qui est coefficient 3. Donc, c'est le plus gros coefficient pour les épreuves écrites. Évidemment, la préparation que l'on prodigue à l'IEJ dans la prépa avocat est centrée sur… Enfin, il y a les autres matières,
on prépare bien à cette épreuve de notes de synthèse, puisque en général, c'est une méthodologie que les étudiants qui arrivent ne connaissent pas, puisqu'elle est rarement pratiquée dans les années de licence et de master. Donc, sur la note de synthèse, en fait, les étudiants ont un dossier documentaire, en général d'une 30aine de pages, et ils doivent en prendre connaissance et rédiger une synthèse qui doit tenir sur 4 pages maximum en faisant référence aux documents, etc. Donc, comme son nom l'indique, l'objectif de cette épreuve, c'est de vérifier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat. Deuxième épreuve qui est obligatoire, c'est l'épreuve de droit des obligations, donc sous forme de cas pratique qui dure 3 heures et qui est coefficient 2. Ensuite, il y a 2 autres matières qui vont être au choix de l'étudiant. Donc, le choix, il va se faire évidemment lors de l'inscription à la prépa et pour l'examen, lors de l'inscription à l'examen dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, depuis quelques années maintenant, l'étudiant a le choix entre 7 matières de fond. Donc, droit civil, droit pénal, droit social, droit des affaires, droit fiscal, droit administratif et droit européen et international. Donc là, l'étudiant choisit vraiment en fonction de ce qu'il préfère, en fonction de son parcours antérieur ou de ses facilités dans une de ces matières. Il n'y a pas de justificatif à apporter. Vous pouvez très bien avoir fait un master en droit civil et choisir la spécialité droit fiscal si ça vous fait plaisir. Voilà, c'est un choix qui a juste à être indiqué par le candidat. Et ensuite, 4e épreuve écrite, c'est une matière de procédure qui est au choix. Donc là, il y a 3 types de procédures. Procédure civile, mode alternatif de règlement des litiges, procédure pénale et procédure administrative. Alors, je ne rentre pas dans le détail de toutes les combinaisons possibles. Si ça vous intéresse, vous irez regarder dans l'arrêté de 2016. Il y a quand même une certaine logique, c'est-à-dire que si vous avez pris droit pénal, vous devez prendre procédure pénale. Si vous avez pris droit civil, vous devez prendre procédure civile. En revanche, pour certaines matières qui peuvent être un peu à cheval, entre civil et administratif, là, il peut y avoir des combinaisons un peu différentes. Voilà, donc là aussi, alors ce cas pratique de procédure, il ne dure que 2 heures, mais il est également coefficient 2. Donc, on a ces 4 matières écrites. Note de synthèse, droit des obligations, une matière de fond à choisir par l'étudiant et une matière de procédure à choisir également par l'étudiant. Si vous arrivez à être admissible, vous aurez ensuite des épreuves orales, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont se dérouler au mois de novembre. Donc là, il n'y a pas de choix. On a 2 épreuves obligatoires. La première, qui est assez emblématique de l'examen CRFPA et qui est assez redoutée des étudiants, ce qu'on peut comprendre, c'est l'épreuve d'exposé-discussion de droits et libertés fondamentaux. Alors, il y a une préparation d'1 heure pour cette matière, c'est-à-dire que le candidat a avec lui un certain nombre de documents autorisés, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, ou différents codes, le code civil, le code pénal, etc. Et il a à préparer un exposé qui devra durer 15 minutes sur un sujet dont le programme de révision est extrêmement large, puisque c'est droits et libertés fondamentaux. Donc, l'étudiant, le candidat doit se préparer pendant 1 heure. Il doit faire ensuite un exposé de 15 minutes devant un jury qui est composé d'un universitaire et de 2 praticiens. Et à la suite de cela, eh bien, il y a 30 minutes de questions. Des questions qui portent à la fois sur l'exposé qui vient d'être fait, et puis ça peut être aussi des questions de manière plus générale sur les droits et libertés fondamentaux, sur la culture juridique du candidat, des connaissances qu'il peut avoir sur la profession d'avocat à laquelle il aspire, etc. Sachant que cette épreuve est coefficient 4, donc le poids dans les notes de cette épreuve est assez important. Parallèlement à ça, il y a une épreuve de langue qui est une épreuve d'anglais. Alors, autrefois, il y avait la possibilité de choisir différentes langues, anglais, espagnol, allemand, italien, russe, arabe, plein d'autres dont j'ai oublié la liste. Désormais, ça fait la 2e année, je crois, ou 3e année, que l'anglais est imposé. Donc, même si vous n'êtes pas anglophone et que toute votre scolarité, vous avez fait de l'espagnol, eh bien, voilà, je vous précise tout de suite qu'il va falloir s'y remettre puisque c'est une épreuve d'anglais. Donc là, il y a une préparation de 15 minutes et un oral de 15 minutes.
et le coefficient est assez faible puisque c'est un coefficient 1. Alors, j'en viens maintenant aux différents types d'inscriptions à l'IEJ, toujours sur le périmètre qui me concerne, donc sur le côté avocat. Alors, d'abord, il y a évidemment, et c'est ça qui vous intéresse en premier lieu, la préparation générale, donc 2022-2023. Préparation générale, c'est celle qui se déroule sur toute l'année universitaire, qui vous permet, je vais y revenir, de faire des stages et qui vous donne un vrai statut étudiant, comme vous aviez pu l'avoir au cours des années de licence ou de master. Ensuite, il y a l'inscription à l'examen CRFPA. Alors là, c'est très important et même si on le répète à peu près 50 fois dans chaque année universitaire, on a quand même toujours des problèmes, n'est-ce pas Evelyne, n'est-ce pas Karine, d'étudiants qui oublient de s'inscrire alors qu'on l'a répété maintes et maintes fois. C'est une inscription qui doit être réalisée avant le 31 décembre 2022, donc pour tous les candidats. Que vous soyez inscrit à la prépa générale ou que vous ne soyez pas inscrit et que vous souhaitiez passer l'examen en candidat libre, il faut absolument s'inscrire pour passer l'examen. Et régulièrement, à cette période de l'année, mais même en février, mars, avril, on a des étudiants qui nous écrivent en disant « Je ne me suis pas inscrit pour l'examen du mois de septembre, s'il vous plaît, je suis dans une situation très difficile avec tout un tas d'arguments humains très difficiles. » Et nous, on ne peut pas accepter parce que c'est trop tard. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il faut s'inscrire à l'examen CRFPA. C'est une formalité administrative qu'il faut absolument réaliser. Je le dis là, je le dis chaque année à la réunion de rentrée. Madame Giry, Madame Thiriot envoient des messages régulièrement pour dire attention, il faut vous inscrire. Donc voilà, c'est vraiment très important. Et si vous oubliez, on ne pourra rien faire. Donc voilà. Même si vous êtes dans une situation humaine désastreuse et catastrophique, nous n'avons pas le pouvoir, si vous oubliez de vous inscrire, de rattraper le. Alors, comme ça a déjà été dit, cette inscription à l'examen, elle est gratuite pour les étudiants qui sont inscrits à la prépa annuelle. Donc, c'est pour ça aussi que parfois certains oublient parce qu'ils ont en tête que ça va rien leur coûter en supplément, mais il y a une formalité à réaliser. Pour les candidats libres, donc des étudiants qui n'auraient pas souhaité pour différentes raisons s'inscrire à la prépa, ils peuvent venir passer l'examen CRFPA en candidat libre, mais à ce moment-là, ça leur coûte 150 €. Alors, cette inscription, c'est une inscription à un examen, donc elle ne confère pas un statut d'étudiant sur l'année universitaire correspondante et elle ne permet pas de faire des stages uniquement si on est inscrit à cet examen. Et enfin, donc, il y a la préparation spécifique. Donc, là, ça vous concerne, mais peut-être dans un deuxième temps, puisque cette préparation, elle aura lieu, pour ce qui vous concerne, en octobre 2023. Donc, c'est pour les étudiants qui ont passé les écrits de l'examen CRFPA en septembre 2023. Et là, on va les préparer plus spécifiquement aux épreuves orales. Donc, on est vraiment sur la même logique que sur la prépa ENM. On a une prépa annuelle qui prépare un peu à tout, mais quand même surtout aux écrits. Et ensuite, on a une préparation spécifique pour les épreuves orales d'admission, donc l'exposé discussion de 45 minutes dont je vous ai parlé, ainsi que l'épreuve d'anglais. Alors, j'en reviens donc au fonctionnement de la préparation générale, donc, qui est la préparation annuelle. Donc, c'est une équipe pédagogique plurielle qui est composée d'enseignants-chercheurs et aussi d'avocats. Occasionnellement, on a également des magistrats qui collaborent et qui peuvent donner des conférences, mais c'est surtout des enseignants-chercheurs et des avocats. Alors, sur le calendrier, on a fait une modification à partir de l'année qui va commencer, puisque habituellement, on commençait à la fin du mois de septembre. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était tôt par rapport à ce qui se pratiquait dans d'autres IEJ et que les étudiants n'étaient pas forcément très présents à cette période de septembre-octobre. Donc, finalement, on a choisi pour l'année à venir de décaler le calendrier et de commencer au retour des vacances de la Toussaint, ce qui nous permet également de faire commencer en même temps les primo-entrants et ceux qui seraient amenés à redoubler
parce qu'ils auraient échoué une première fois à l'examen CRFPA. Alors, j'en profite pour préciser quelque chose que j'ai oublié de dire précédemment. L'examen CRFPA, c'est un examen qui ne peut être passé que 3 fois au cours d'une vie. Donc, on a 3 chances pour le passer. Voilà, donc c'est quelque chose aussi d'un point de vue stratégique à prendre en compte voilà, quand on s'inscrit. Donc, début de la prépa au mois de novembre, il y aura la possibilité d'effectuer des stages conventionnés entre septembre et octobre, sous réserve, et là c'est très très important, sous réserve d'avoir procédé à son inscription administrative. Comme l'a dit Madame Bonis tout à l'heure, on essaye de mettre en place un partenariat avec le barreau pour fournir quelques stages aux étudiants. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. La fin de la préparation, là, ça se finit beaucoup plus tard que les autres prépas. Ça se finit à la mi-juillet, donc en l'occurrence 2023, parce que comme l'examen est en septembre, on peut se permettre de pousser un peu la préparation plus loin dans l'année. Donc, vous voyez, ça s'étale quand même sur de nombreux mois et il faut essayer de rester motivé, évidemment, tout au long de l'année. Alors, les questions d'emploi du temps qui sont très importantes pour les étudiants, ce que l'on peut bien sûr concevoir. Une fois que vous êtes inscrit, votre emploi du temps personnalisé en fonction du groupe 2D des matières que vous avez choisi, si vous avez bien fait votre inscription pédagogique aux matières, va s'afficher sur votre ENT. Et là, je le répète, ça a été déjà dit par la directrice de l'IEJ aussi, je crois, pour la prépa ENM, aucun aménagement d'emploi du temps ne sera effectué. Donc, ça veut dire que si vous êtes salarié, stagiaire, que vous avez une double inscription avec un autre diplôme de master, de DU, ou que vous suivez une prépa privée, eh bien, voilà, soit vous venez au cours de la prépa EDA, soit vous ne venez pas, mais on ne peut pas se permettre de faire un emploi du temps à la carte. Alors, là aussi, il y a des grandes similitudes avec la prépa ENM, puisque la prépa avocat est organisée par cycle. Donc, il n'y a jamais d'emploi du temps fixe. Donc, on ne peut pas vous fournir d'exemples d'une semaine type, puisque ça varie. Donc, il y a une alternance entre les entraînements. Donc là, le vocabulaire qu'on utilise est identique avec la prépa ENM, hein. L'entraînement, c'est le fait on prépare un sujet qui a été donné par l'équipe pédagogique. On essaye de le faire en condition d'examen, donc 5 heures pour la note de synthèse, 3 heures pour certains cas pratiques, 2 heures pour d'autres, etc. Mais c'est en autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correction individuelle. Il y aura une correction, mais une correction collective qui va être effectuée dans le cadre d'un ED, enseignement dirigé, qui est l'équivalent du TD avec peut-être un petit peu plus d'effectifs. Mais comme il y a beaucoup d'absentéisme au sein de la prépa EDA, finalement, ça revient à un petit TD. Les examens blancs, donc là aussi, ça fonctionne comme pour la prépa ENM, sauf qu'ici, on parle bien d'examen blanc et non pas de concours blanc, puisque je vous ai expliqué précédemment que c'était un examen pour lequel il suffisait d'avoir 10 pour pouvoir être admis. Donc là, le candidat, l'étudiant prépare sa copie en conditions réelles, va rendre sa copie et pourra bénéficier d'une correction individuelle de sa copie par les enseignants dans les matières concernées. Les enseignements dirigés, donc les ED, équivalents des TD, vont servir à corriger donc, les cas pratiques et la note de synthèse. Donc, ils ont lieu sur des créneaux de 2 heures, sauf pour la note de synthèse, je crois que c'est 1 heure ou 1h30. Et donc, voilà, un petit groupe pour corriger les entraînements et les concours blancs. Et enfin, donc, il y a aussi des conférences. Alors là, le périmètre des conférences est quand même moins large que celui de la prépa ENM, parce que pour l'examen CRFPA, il n'y a pas d'épreuve de culture générale à proprement parler. Donc, bien sûr, c'est important pour chaque étudiant d'avoir une culture générale, hein, comme l'a dit Madame Gervier tout à l'heure, de s'intéresser à tout ce qui est économie, sociologie, politique, histoire, philosophie, etc. Mais ce n'est pas une épreuve en tant que telle pour l'examen CRFPA. Ce qui nous conduit à organiser des conférences, mais relativement ciblées sur les droits et libertés fondamentales. Donc voilà, c'est sur des cycles, ça peut être des thèmes très variés. Ce sont des conférences qui peuvent être assurées par des enseignants-chercheurs, parfois par des avocats, parfois par des magistrats, etc.
Et puis, on prévoit aussi des conférences de remise à niveau dans certaines matières. C'est le cas en droit des obligations et en procédure civile, parce que par expérience, ce sont des matières pour lesquelles les étudiants ont besoin, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, d'avoir un petit coup de pouce pour le fait de se remettre à bien étudier cette matière. Alors, donc, là aussi, ça a déjà été dit, mais on insiste vraiment sur l'idée que la prépa fonctionne sur le principe du travail personnel, donc qu'aucun support de cours n'est fourni, que les supports de cours, si vous me dites que vous avez choisi l'épreuve de droit civil, eh bien, je vous renverrai à tous les cours de droit civil que vous avez eus de votre L1 à votre M1 ou votre M2, et ainsi de suite. Bien sûr, on prévoit des aides à l'actualisation. Quand il y a eu des grandes réformes entre le moment où vous avez suivi votre enseignement et le moment où vous suivez la prépa, bien sûr, l'équipe pédagogique est aussi là pour vous faciliter le travail de révision et pour mettre en perspective les traits saillants des réformes qui ont pu avoir lieu. Donc, la prépa, vraiment, ça sert à vous accompagner dans le travail de révision et à vous entraîner aux différents exercices. Donc, bien sûr, on vous donne des indications d'ordre méthodologique, on vous donne aussi des indications temporelles sur un calendrier de révision par matière. Pour le mois de novembre-décembre, il faut plutôt réviser ceci, cela. Pour le mois de janvier-février, plutôt telle autre partie du programme, etc. Donc, c'est un encadrement, vous accompagne dans le travail de révision. Là aussi, ça a déjà été dit, les enseignants dans chaque matière sont libres de fournir ou pas des supports écrits de correction des cas pratiques. Certains le font, d'autres ne le font pas. Certains partagent aussi, alors c'était surtout en période de tout distanciel, mais pour certains, la pratique est restée. Certains partagent des enregistrements audio ou vidéo, mais ce n'est pas une obligation. Donc là, il y a vraiment une grande liberté pédagogique qui est laissée à chaque enseignant ou chaque équipe pédagogique. Alors, attention aussi, quand on dit que la prépa fonctionne sur le principe du travail personnel, ça signifie que finalement, les étudiants sont très libres. Certes, ils ont des ED, des conférences, etc. Mais ça ne fonctionne pas du tout de la même manière que ça peut être le cas pour les licences et les masters. Oui, il y a un appel qui est fait pour les ED. Ça nous sert aussi à vérifier pour les étudiants boursiers, à bien noter leur présence pour ensuite, s'il y a un contrôle du CRUS, pouvoir justifier de l'assiduité. Mais si vous n'assistez à aucun ED, en fait, personne ne va venir vous tirer les oreilles. Et comme ce n'est pas une formation diplômante, finalement, ça va passer un peu inaperçu. Donc, faire attention à cette grande liberté et au risque de désinvestissement et de perte de motivation qui peut être induit. Alors, je dirais par la suite qu'il y a quand même des dispositifs qui sont faits pour essayer, au contraire, de vous coacher et de ne pas perdre le fil et la motivation durant cette année. Donc, bien sûr, ça, chaque enseignant dans les équipes pédagogiques pourra vous le dire, mais pensez bien sûr à vous préparer avec des codes, avec des manuels. Et aussi, ça, c'est un conseil que je répète 40 fois par année universitaire, mais je crois qu'on ne peut jamais le dire trop. Il ne faut surtout pas attendre le dernier moment pour préparer l'épreuve d'exposé-discussion de droits et libertés fondamentaux. Parce que souvent, les étudiants se focalisent sur les épreuves écrites, ce qui est bien normal, ce sont elles qui arrivent en premier. Et puis quand finalement ils voient qu'ils sont admissibles, fin octobre, ils se disent dans 15 jours, je passe mon grand oral et je ne suis pas du tout prêt. Donc il faut essayer d'anticiper quand même cela parce que c'est beaucoup de préparation, donc il ne faut pas le faire au dernier moment. Nous utilisons Moodle, donc chaque étudiant inscrit à la prépa a un accès à l'espace Moodle et c'est très très important. En génie, je crois que vous inscrivez les étudiants d'office, mais c'est important pour les étudiants de bien consulter, surtout de lire leur mail sur la boîte institutionnelle. Donc là, vous trouvez vraiment sur cet espace Moodle toutes les informations utiles. Certains enseignants créent des espaces de cours spécifiques propres à leur matière. Donc ça, ils vous communiquent les informations en temps utile en fonction de leur mode d'organisation. C'est évidemment très important de consulter cet espace régulièrement pour avoir les informations pratiques sur l'emploi du temps, sur les stages, sur des conférences qu'on met à votre disposition et puis des choses vraiment pratico-pratiques.
Et on insiste bien, puisque régulièrement, on a des problèmes de communication. C'est le seul canal de communication officiel de l'IEJ. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que chaque année, il y a des groupes officieux qui sont tenus par les étudiants, par exemple sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. C'est très bien. C'est très bien pour créer une communauté, partager des informations, se soutenir, s'entraider, etc. Mais attention, nous ne sommes pas du tout responsables des informations qui peuvent figurer sur ces canaux non officiels. Donc, ça veut dire que s'il y a des informations erronées qui figurent sur Facebook ou autre, bien tant pis. Voilà, nous, on communique avec les outils institutionnels. Donc, voilà, les informations circulant qui ne sont pas officielles peuvent contenir des informations erronées. Je n'ai pas dit que c'était toujours le cas, mais attention, il peut y avoir des erreurs. Alors, sur les examens blancs, donc il y en a 4. Le premier fin décembre, ensuite en février. Donc ça, pour les 2 premiers examens blancs, il n'y a pas vraiment de particularité. Pour les examens blancs 3 et 4, on a un point commun. Pour l'examen blanc 3, donc, qui aura lieu fin mars, début avril, si l'étudiant a une moyenne générale supérieure ou égale à 10, donc sur les 4 épreuves écrites avec l'application des coefficients, eh bien, il aura la possibilité de passer un entraînement individuel au grand oral. Même chose pour l'examen blanc numéro 4 qui aura lieu au mois de juin. Voilà, donc souvent, on a des étudiants qui arrivent, ils sont très contents d'avoir bien réussi leur examen blanc 3 et un peu en panique aussi de devoir s'entraîner au grand oral parce qu'ils n'ont pas avancé leur révision sur les libertés fondamentales. Mais c'est bien, ça force à le faire. Alors, quelques mots maintenant sur la préparation spécifique aux oraux, donc qui pourrait vous concerner, mais plutôt dans un deuxième temps, donc en octobre 2023. Donc, l'organisation, c'est que cette prépa donc, se déroule entre mi-septembre et fin octobre 2023 et vous pouvez vous y inscrire en septembre 2023 après le passage des épreuves écrites de l'examen CRFPA. Comme ça a été dit tout à l'heure, comme le calendrier est très resserré, c'est une inscription à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on est obligé de vous proposer une inscription alors que vous n'avez pas encore eu les résultats de l'admissibilité. On ne peut pas faire autrement. Et on a une capacité d'accueil de 50 places. Jusqu'à présent, on tournait avec un effectif moyen de 30 à 35 étudiants. Donc, jusqu'à présent, on n'a jamais eu à refuser quelqu'un qui souhaitait s'inscrire à cette prépa. Alors, cette prépa, évidemment, elle est axée sur les épreuves orales d'admission. Donc, on a des conférences d'actualisation, de culture juridique et qui sont aussi en lien avec la vision pratique du métier d'avocat. On a du coaching individuel qui l'a aussi effectué par M. Poisson qui intervient dans la prépa ENM également. On a l'entraînement à l'anglais et on a, et ça c'est vraiment le plus qui est très apprécié des étudiants, c'est le retour qui est fait chaque année parce qu'on fait des questionnaires de satisfaction. Ce qui ressort vraiment comme point très positif, ce sont les 2 entraînements individuels en conditions réelles avec des briefings. Donc là, c'est l'étudiant passe un entraînement au grand oral avec les 15 minutes d'exposé, les 30 minutes de discussion et ensuite, les membres du jury d'entraînement lui disent ce qui va et ce qu'il faut améliorer pour la fois prochaine. Donc ça, c'est plutôt bien et on a des retours très positifs sur cela. Alors, juste un mot très, très rapide pour dire quand même que le service phase peut également s'impliquer dans les préparations de l'IEJ, avocats et autres. Donc, c'est pour le public qui nécessite une prise en charge spécifique, donc les étudiants qui sont en situation de handicap ou de longue maladie, des étudiants sportifs de haut niveau, des artistes confirmés et des étudiants élus au conseil central de l'université. Donc, de temps en temps, on a 1 ou 2 étudiants de la prépa qui sont suivis par le service phase. Si vous avez l'impression que vous êtes concerné par une de ces situations, vous pouvez déjà prendre attache avec Madame Lafontaine, mais normalement, c'est quelqu'un qui est déjà connu des publics concernés puisqu'elle intervient aussi pour les licences et pour les masters. La clinique du droit, Evelyne, on n'en a pas parlé jusqu'à présent. J'ai prévu un petit mot là-dessus.
Donc, peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà dans le cadre des activités de Master 1 ou Master 2. Donc, la clinique du droit, c'est un service de bénévolat, donc service d'information juridique, qui est un service gratuit et ouvert à tous, qui a été créé en 2013, avec pour objectif, d'abord un objectif pédagogique qui permet aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances théoriques, et aussi, du point de vue de l'usager, un objectif social, puisque ça favorise l'accès au droit pour tous. Donc, c'est un service qui est animé par différentes personnes, hein, des étudiants, des enseignants-chercheurs. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de collègues et d'étudiants qui sont impliqués là-dedans. Et les étudiants de l'IEJ peuvent participer chaque année à la clinique du droit. Des délégués de promotion. Chaque année, on demande pour chaque promo d'élire 2 délégués qui permettent tout simplement de faire un relais entre des problèmes collectifs qui pouvaient être rencontrés et puis la direction de l'IEJ, parce qu'on a remarqué que parfois, certaines informations avaient du mal à passer ou les étudiants n'osaient pas forcément s'adresser à nous de manière individuelle. Donc, le fait d'avoir un représentant, ça facilite la communication. Et puis, ces délégués participent chaque année, ça a été dit, hein, au conseil annuel de l'IEJ avec les délégués des autres prépas. J'arrive presque au bout de ma présentation. Je vous signale qu'il y a désormais un tutorat qui est organisé avec les élèves avocats de l'école des avocats Aliénor, donc qui est juste à côté de l'IEJ. Alors, c'est nouveau, ça existe depuis l'année dernière, donc depuis février 2021. Donc, actuellement, pour l'année en cours, c'est la 2e promo qui est encadrée. Donc, vous, si vous vous inscrivez pour l'année prochaine, ce sera la 3e. Donc, en fait, c'est un système de parrainage par petits groupes. On a des duos de parrains élèves avocats, donc qui étaient il y a 1 an ou 2 ans à votre place, et qui vont prendre en charge au maximum 10 étudiants de la prépa. Et donc, ça fonctionne très bien. Voilà, ce parrainage permet vraiment aux étudiants d'être motivés. Les parrains donnent des conseils méthodologiques, d'organisation du travail, etc. Et pour tout renseignement, si ça vous intéresse, ils ont créé une adresse mail fonctionnelle sur laquelle vous pouvez leur écrire, donc tutorat.iej.eda.bordeaux@gmail.com. Alors, j'ai presque fini avec le calendrier des inscriptions et les conditions d'accès. Donc, pour s'inscrire à la prépa générale, il faut être titulaire à minima d'un Master 1 ou un Master 2 de droit. Pour des cas très, très particuliers, je vous renvoie à l'arrêté du 25 novembre 1998 sur des diplômes qui sont considérés comme équivalents et que vous pouvez trouver sur cet arrêté, on peut le trouver sur les JFrance. Sont exclus les masters de sciences politiques. Karine, je parle sous votre contrôle, ainsi je dis des grosses bêtises, vous me le faites remarquer. Sauf de l'IEP de Paris. D'accord, sauf de l'IEP de Paris. Mais par exemple, si on a un étudiant de chez nous qui était dans une mention de sciences politiques, ce n'est pas un diplôme. En effet. Ouais, ok. Idem pour les diplômes d'école de commerce. Hein. Oui, parce que ça arrive régulièrement qu'on ait ce genre de demande, effectivement. Pour la période de candidature, donc ça a été dit, pour la prépa avocat, c'est beaucoup plus tard que les autres prépas. On a une période d'inscription donc, sur Apoflux du 22 au 29 août 2022. On a tenu quand même si cette année, enfin l'année 2022-2023, la prépa va commencer plus tard que d'habitude, à avoir une inscription fin août pour que les étudiants puissent s'inscrire, avoir le statut d'étudiant début septembre, avec tout ce que ça implique pour eux, pour des démarches administratives en termes de logement, de bourse, de CAF, etc. Et puis aussi pour permettre d'avoir des stages. Donc, en cas d'avis favorable, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de tension sur la capacité d'accueil. L'inscription administrative va se faire entre le 5 et le 12 septembre. La capacité d'accueil, elle est de 300 étudiants en primo-inscription, c'est-à-dire pour les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois. On réserve chaque année des places pour les redoublants. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a annoncé tout à l'heure 450, mais 450, c'est tout compris. Donc, en première intention, il y a 300 places disponibles. Habituellement, toutes les candidatures recevables sont acceptées. Il n'y a pas vraiment de sélection. Alors, sauf si on a un gros afflux cette année, en principe, ça ne pose pas de difficulté.
Et alors ça nous prend pas mal de temps avec, avec Angéline à chaque fois pour gérer les stages. Vous pourrez être inscrit donc début septembre. On a toujours un petit temps pour créer les conventions de stage, ne serait-ce que d'un point de vue informatique, etc. Donc, si vous trouvez un stage, très bien, mais il faut que le stage, voilà, il commence, on va dire, aux alentours du 15 septembre. Vous ne pouvez pas commencer, ça aussi, je le répète 50 fois par année, on ne peut pas commencer un stage si la convention n'a pas été créée et signée par toutes les parties, parce que ça, ensuite, il y a des difficultés d'ordre juridique s'il y a un accident qui se produit durant le stage, etc. Et voilà, donc toutes les informations, elles sont sur la page de la faculté de droit qu'on vous a montré tout à l'heure. Et vous pouvez aussi m'écrire si vous le souhaitez pour en discuter. Donc, charlotte.rousset@ubordeaux.fr. Je vous remercie. Et j'ai vu qu'il y avait des questions, mais je n'ai pas eu le temps de les regarder. C'était des commentaires. Alors, je crois que pour l'instant, toutes les questions qui sont tombées, des questions assez générales, nous y avons répondu. Pour toi, Charlotte, mais il y a peut-être maintenant que ta présentation est terminée, des questions plus spécifiques. Donc, on vous écoute, chers étudiants. Merci, Angéline, d'avoir complété ce que je disais dans le chat. En attendant les questions, je vais partager le site de la faculté à nouveau pour vous montrer l'endroit où vous inscrire, où aller faire le... Donc toujours pareil, hein, faculté de droit, espace étudiant, admission, IEJ en bas. Et ensuite, vous avez les préparations EDA qui sont ici. Et donc, ce qui va vous intéresser, c'est la préparation générale, phase 1, avec, donc, comme disait Madame Rousset, dépôt de candidature entre le 22 et le 29 août. Et les inscriptions sont entre le 5 et le 12 après avis favorable. Merci, Karine. On a une question, oui, sur l'inscription pour les candidats libres. Il faut simplement s'inscrire à l'examen avant le 31 décembre. Oui. Enfin, l'inscription administrative, ensuite, il y a l'inscription pédagogique. C'est sur Apoflux également. Oui, les inscriptions des candidats libres, c'est également sur Apoflux. Toujours au même endroit, vous avez déjà la campagne pour l'année prochaine. Alors, je vais faire le partage. Hop. Donc, et ça ouvre un début décembre ou mi-décembre. C'est début décembre. Donc, pareil, admission, IEJ. Et donc, vous avez ici examen CRFPA. Et la campagne pour la session 2023 est indiquée. Donc, pour les candidats qui seront inscrits à la préparation, les dépôts de candidature seront entre le 23 novembre et le 12 décembre. Et pour les candidats libres, ici, ça sera entre le 13 et le 31 décembre. Et c'est ça les dates qu'il faut vraiment retenir. Cela a été dit tout à l'heure, le 31 décembre, il nous est imposé par l'arrêté et donc passé le 31 décembre, tout dossier est irrecevable. Mme Clavry a insisté là-dessus. Je le redis, on ne pourra vraiment rien faire pour vous passer ce 31 décembre. Donc, si jamais il vous manque une pièce, candidatez quand même. À la limite, on regardera votre dossier, on vous reviendra vers vous pour vous dire qu'il manque une pièce et on la rajoutera, mais engagez la démarche avant le 31 décembre, sinon on ne peut vraiment plus rien faire. Et j'allais dire, je suis assez intransigeante sur la question. C'est vraiment une condition de recevabilité de votre inscription. Vous voulez devenir avocat, vous serez donc au quotidien confronté à des délais, notamment des délais de recours. Quand les délais de recours est épuisé, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est la même chose qui s'applique ici. Y a-t-il d'autres questions? Oui, vous pouvez prendre la parole en ouvrant votre micro également. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, nous allons te remercier, Charlotte. Merci à Angeline Thiriot également à la scolarité pour avoir
Voilà, pour cette présentation, avoir répondu à toutes les questions. Nous restons évidemment à votre disposition si des questions apparaissent dans les jours, les heures ou les semaines à venir. Vous avez désormais toutes les indications pour nous contacter et nous allons enchaîner avec Virginie Pelletier, direction des études de la préparation MEP. Merci à toi et merci à Thomas qui va arriver après de votre patience, puisque vous attendez paisiblement